Bonjour, bienvenue dans votre émission internationale. Dans ce nouveau numéro, il sera question de la Corée du Nord et des tensions autour de ce pays, mais aussi des chrétiens d'Orient dans une région du monde déchirée par les crises et les conflits. Et puis nous parlerons de comment la France, pour asseoir son influence internationale, utilise la culture, le fameux soft power. L'IMA, l'Institut du monde arabe, est l'un de ses outils. Mais pour ouvrir ce magazine, tout de suite ce document. Ce sont des photos prises il y a 36 ans. Elles montrent François Mitterrand en Corée du Nord. Nous sommes en février 1981. Il n'est pas encore président. Il porte un toast avec le dirigeant nord-coréen de l'époque, Kim Il-sung. C'est à l'occasion d'un voyage en Chine que François Mitterrand s'est rendu dans le pays voisin. Serge Moiti, le cinéaste, membre de cette délégation, nous raconte les coulisses de ce voyage. C'est notre rubrique instantanée. Et un soir, on est à Pékin, donc, on frappe à mes portes, la nuit, tard. J'ouvre, c'était François Mitterrand. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'étais presque inquiet. Il dit, soyez prêts à partir demain à 7 h du matin, un truc comme ça. Je ne peux pas vous dire où. Et nous voilà partis vers l'aéroport de Pékin. On ne sait pas où on va, parce qu'il était très comme ça, Mitterrand. Mais en même temps, il se marrait, je voyais dans ses yeux qu'il se marrait. Il savait que ça allait nous... et donc, nous voilà à l'aéroport, et là, on voit un avion coréen. Une compagnie coréenne du Nord. On dit, je fais un geste. Et dans l'avion, on entend « Bienvenue aux camarades socialistes pour le bonheur du peuple français, etc. » Un haut-parleur, on était seuls dans l'avion, il n'y avait personne. On était donc 5, ou à tout casser, non, 8. À tout casser, il y avait Jospin, il y avait... Bon. Et donc alors, on écoute ça, etc. Bon, et là, on commence à se marrer déjà. L'avion atterrit à Pyongyang. Et là, le haut-parleur dit « Le peuple en liesse accueille le camarade Mitterrand. » Et je vois, effectivement, mais des milliers de gens et qui criaient « Bienvenue, bienvenue, bienvenue ». Il y a eu le côté, j'imagine, faire des relations diplomatiques si, par extraordinaire, la France se transforme en paradis socialiste. Pas à la coréenne, Dieu merci, mais enfin c'était ça l'idée. Peut-être des échanges diplomatiques et peut-être une reconnaissance, parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance de la Corée du Nord. Et évidemment, ça n'a pas eu lieu. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous avez été ministre de François Mitterrand de longues années. J'imagine que vous connaissiez, sinon ces photos, vous aviez eu connaissance de ce voyage. Vous-même, vous vous êtes rendu en Corée du Nord en 2009 comme conseiller spécial du président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Alors ce voyage de François Mitterrand, il apparaît aujourd'hui un peu surréaliste. Un commentaire sur ce déplacement. La tradition à l'époque était que le premier secrétaire du Parti socialiste, lorsqu'il se déplaçait dans une région du monde, rencontrait non seulement les dirigeants socialistes du pays, mais aussi les dirigeants communistes. C'est ainsi que François Mitterrand s'est rendu en URSS et dans d'autres pays. Il était en Chine à ce moment-là. Il était en Chine, donc il n'était pas anormal qu'il rencontre Kim Il-sung en Corée du Nord. Alors, si vous voulez bien, avant de poursuivre, Jack Lang, sur cette question et sur d'autres sujets d'actualité, je vous propose ce focus. Il a été réalisé par Grégory Fontana et Emmanuel Marty. À l'applaudimètre des Français, vous étiez l'année dernière encore la deuxième personnalité politique qu'ils préfèrent. Ils gardent à coup sûr en mémoire que grâce à vous, depuis 35 ans, ils fêtent l'arrivée de l'été en musique. En revanche, ils ont peut-être un peu moins suivi vos missions à l'étranger sur les moquettes parfois les plus feutrées. Nicolas Sarkozy fait de vous son conseiller spécial pour la Corée du Nord et vous voilà en 2009 dans l'un des pays les plus fermés du monde avec une question. La France, dernier grand pays européen à ne pas reconnaître Pyongyang, peut-elle envisager d'établir des relations diplomatiques avec un régime dictatorial susceptible d'apposer sa main de fer sur le bouton nucléaire ? À défaut d'ambassade, ce sera finalement 2 ans plus tard l'ouverture d'un bureau de coopération linguistique et culturelle. Magnifique moment. Magnifique. Quelques tirs de fusée après, sous l'ère Hollande, ce sont les Nations Unies qui font appel à vous. Vous êtes alors nommé conseiller spécial pour la piraterie maritime sur les questions juridiques. Votre rapport est alarmant. Il est urgent d'agir.
Et si finalement l'équilibre parfait pour vous entre culture et diplomatie n'était pas ce que l'on appelle le soft power, ou comment garder son influence dans les relations internationales en utilisant notamment le rayonnement culturel. À ce petit jeu, la France fait figure d'exemple. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'un de ces outils, l'Institut du monde arabe, dont c'est la vocation depuis 30 ans. Seulement, l'établissement est en crise, la fréquentation est en baisse, les comptes dans le rouge. Ce à quoi vous répondez, nous sommes pauvres, mais nous sommes sexy. Jack Lang, 2 journalistes nous ont rejoints, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Hayat du journal Le Monde. On reviendra sur l'Institut du monde arabe, sur son rôle, sa vocation, ses 30 ans célébrés cette année. Mais revenons à la Corée du Nord, où règne la même dynastie, celle des Kim, depuis 70 ans. Alors, un pays qui désormais se dit proche de détenir l'arme nucléaire et qui multiplie les essais depuis l'an dernier. Il y a 8 ans, vous étiez en mission dans ce pays. Je rappelle que la Corée du Nord s'était déjà retirée de façon unilatérale du traité de non-prolifération nucléaire. En 2006, elle avait effectué son premier essai. D'autres suivront, 2009, 2013, jusqu'aux essais de ces dernières semaines. Alors, les sanctions qui ont été votées par les Nations Unies à l'époque, et même dernièrement, n'ont jamais eu aucun effet sur la Corée du Nord. Est-ce que la communauté internationale a sous-estimé ce pays ? Je dirais qu'elle a... Oui, en effet, elle a sous-estimé la ténacité, l'entêtement, la volonté de ce pays d'affirmer sa pleine souveraineté, sa pleine dignité. Et Bill Clinton, je crois, dans ses mémoires, rappelle ou dit qu'il regrette qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout dans une négociation avec la Corée du Nord. À ce moment-là, le président de la Corée du Sud appelait à un great bargain, mêlant à la fois les questions économiques, les questions militaires et les questions politiques. Mais je persiste à penser, je ne suis pas certain d'être nombreux pour l'heure, qu'il faudra bien un jour nouer une relation avec le régime de la Corée du Nord. Au fond, si on regarde les choses de manière les yeux ouverts, personne dans la région ne souhaite une guerre, évidemment. Ni le Japon, ni la Russie, ni la Corée du Sud. Et ni la Chine. Ni la Chine. Mais Jack Lang, ce voyage que vous avez effectué il y a 8 ans, donc, a établi cette représentation sur place. Et concrètement, à quoi ça a servi ? Est-ce que ça a permis de mieux connaître donc évidemment, on sait que ça n'a pas débouché sur le rétablissement, à proprement parler, des relations diplomatiques. Mais est-ce que ça a servi à quoi que ce soit ? Bon, ça a servi pas plus, pas moins que les ambassades qui sont présentes sur place à Pyongyang. Comme vous le savez, tous les pays de l'Union européenne ont établi des relations diplomatiques normales, sauf l'Estonie ou la Lettonie, je crois. Mais concrètement, est-ce que ça vous donnait moyen d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passait ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y avait moyen d'en apprendre un peu sur le régime, la façon en tout cas, d'établir des ponts, des liens. Ils peuvent être culturels, ils peuvent être administratifs, mais c'est une situation très particulière. Et j'ai plusieurs reprises rencontré notre représentant pour lui demander comment il sentait les choses. Ce n'est pas inutile. Jack Lang. Je ne peux pas en dire plus, parce que je ne suis pas d'abord le gouvernement, et je n'ai pas les rapports de notre représentant. Mais je pense que c'est un geste qui pourrait éventuellement préfigurer d'autres gestes venant de la France. Alors, j'en dis peut-être un peu trop. C'est parce que nous ne sommes pas dans la région, que nous n'avons pas, en tant que pays disposant d'une autorité morale, un nouveau président assis sur une légitimité populaire, à accomplir un rôle lequel je garde cela pour moi, pour l'heure. Monsieur Lang, vous disiez personne dans la région ne souhaite la guerre, ni la Chine, ni la Corée du Sud, ni le Japon. Mais les Coréens du Nord, enfin le régime de Corée du Nord, qu'est-ce qu'il souhaite, lui ? Pourquoi il a cette bombe ? Mon sentiment, si vous voulez, c'est que ce qui compte d'abord pour le régime de la Corée du Nord, c'est que sa souveraineté, sa dignité soient pleinement reconnues et pérennisées. La hantise des Nord-Coréens, c'est de subir, par exemple, le sort qui a été infligé par M. Bush en Irak. Ça a été un désastre absolu. La hantise, c'est aussi qu'on veuille lui infliger le sort qui a été imposé à Kadhafi. Donc il y a cet aspect. Puis en même temps, la pérennité du régime. Disons-le, c'est la préoccupation première. En fait, ils veulent un traité de paix avec les États-Unis. Moi, je pense qu'à terme,
c'est leur vœu profond. Et c'est une erreur de penser que le chef du régime est un fou. Non, c'est un homme très rationnel, très méthodique, très organisé, et peut-être d'une certaine manière plus méthodique que ne l'est M. Trump. Mais justement, vous dites ils ont un peu peur de subir le même sort que l'Irak, mais en 2003, quand ils rompt ce traité unilatéral sur la non-prolifération de l'arme, enfin, du nucléaire, nous sommes en 2003, et c'est à ce moment-là que le regard du monde est tourné vers l'Irak. C'est à ce moment-là que les États-Unis font la guerre avec l'Irak. Mais à ce moment-là, toujours, la Corée du Nord n'est pas considérée comme une menace. Non, parce que bon, personne ne prend au sérieux les premières tentatives du régime. À tort. Sauf les Japonais. Sauf les Japonais, parce qu'eux, ils sont d'abord à 2 pas, et en plus, ils savent ce que veut dire l'arme nucléaire, si j'ose dire, et ils ont des informations peut-être plus fiables, et une attention plus aiguë. Mais c'est vrai que sur tous les plans, les Occidentaux en particulier ont sous-estimé la détermination de l'équipe nord-coréenne et se sont contentés, je trouve, finalement, quand on regarde sur la durée, ensuite de proclamations, de protestations, mais sans réfléchir vraiment sur ce que pourrait être une issue. Alors, Jacqueline, on va écouter ce que vous disiez sur ce même plateau en 2009, à votre retour de Pyongyang. Je pense que si l'on veut tout régler d'un seul coup, on ne réglera rien. Si l'on veut à la fois s'attaquer à un régime, régler les problèmes de la prolifération, organiser un nouveau type de coopération qui pourrait aider le peuple coréen, alors on n'aboutira à rien. Je pense qu'il faut se fixer les priorités. Maintenant, je n'ai pas changé d'avis. Hein. Oui, mais donc on n'a rien réglé. Rien n'a été réglé. Rien n'a été réglé. Et même pire, comment a-t-on pu faire que maintenant ce projet nucléaire devienne quasiment un ciment de la population nord-coréenne autour de son leader, qui fait passer comme ça, la propagande nord-coréenne vise à faire passer tous les sacrifices sur le compte de la défense de cet arsenal nucléaire, de ce programme. C'est un peuple assoiffé de dignité. Il y a une forme de nationalisme aussi très fort, très puissant, qui puise d'ailleurs ses racines dans les régimes, dans le système ancien, même sous la royauté. C'est un peuple qui est muselé, c'est une dictature, on ne sait pas c'est une dictature. Ce qu'il pense réellement. Mais enfin, beaucoup de témoignages montrent quand même que l'arme nucléaire est quasiment une fierté. La détention de l'arme nucléaire est devenue quasiment une fierté pour les Nord-Coréens. On ne sait pas ce qu'ils pensent réellement, mais il y a toute une série d'analyses, d'études, de gens sérieux, d'universités, en Corée du Sud, au Japon ou ailleurs, qui partagent le même sentiment, qu'il y a une fierté, une volonté de dignité qui font que le peuple nord-coréen est autour du leader. Il ne subit pas la dictature avec bonheur, mais sur ce combat-là, il y a probablement une solidarité. Jack Lang, Trump ne cesse de dire la Chine a les clés, la Chine peut faire pression, la Chine a la solution. Est-ce que vous croyez que la Chine est si influente que ça en Corée du Nord ? Oui et non. Oui et non. C'est vrai que demain, la Chine peut mettre à genoux la Corée du Nord en respectant à la lettre. En fermant la frontière. En arrêtant les livraisons. Mais est-ce qu'elle a les moyens d'amener le Pyongyang à négocier, à arrêter ses essais balistiques ou nucléaires? Mais les Chinois sont très inquiets eux-mêmes. Mais encore une fois, ils peuvent, s'ils le veulent, mettre à genoux la Corée du Nord, ruiner son économie. Mais alors là, ça veut dire que c'est l'instabilité qui s'installe. Et là, les Chinois, par-dessus tout, souhaitent la stabilité. Et surtout, ce sont des Nord-Coréens qui s'enfuient, qui viennent en Chine. Enfin, bref, personne dans la région ne souhaite, au fond, l'instabilité. Mais la Chine peut, si toutefois il y a une certaine intelligence diplomatique au sein du Conseil de sécurité, peut servir de relais pour savoir discrètement dans quelles conditions et comment les dirigeants nord-coréens accepteraient, je dirais, un accord global. Alors, écoutez, Jack Lang, ce que disait Donald Trump à propos de la Corée du Nord devant les Nations Unies la semaine dernière.
Les États-Unis sont robustes et patients. Mais s'ils sont obligés de se défendre ou défendre leurs alliés, ils n'auront pas d'autre choix que de détruire la Corée du Nord. L'homme fusée est dans une mission suicidaire pour lui-même et son régime. Alors le leader nord-coréen Kim Jong-un a répondu, menaçant de faire payer cher à Donald Trump son discours de l'ONU, le président américain le qualifiant de mentalement dérangé. Alors une escalade verbale des deux côtés, on l'a bien entendu, une guerre des mots un peu retombée depuis. Sophie, une question sur le leader nord-coréen. Oui, je voulais savoir s'il y avait selon vous, une cohérence dans la filiation depuis le grand-père Kim Il-sung, Kim Jong-il, puis Kim Jong-un. Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent? Bon, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la dynastie des Kim. Je raisonne avec mon intuition et à partir des connaissances que je peux avoir. Oui, et je dirais plus que jamais, car l'actuel Kim est très attaché à son grand-père, très attaché à la figure de son grand-père, et plus qu'à celle de son père, je crois. Et donc, ce combat pour la souveraineté, pour la dignité, et puis cette fermeté, c'était celle de Kim Il-sung, il les fait sienne. Oui, il y a une continuité. Et Jack Lang, est-ce que vous l'avez rencontré, Kim Jong-un? Non, je ne le connais pas. Mais du coup, il y a eu une période de politique de la réconciliation entre le Nord et le Sud. Il y a même eu une rencontre entre les deux leaders. Est-ce que ces histoires de réconciliation, maintenant, on n'en parle plus? Il y a eu plusieurs étapes, vous savez, plusieurs positions. La précédente présidente, qui est actuellement en prison de la Corée du Sud, Madame Park, était totalement hostile à toute relation avec la Corée du Nord. L'actuel président, renouant avec une politique antérieure, a jeté des ponts. Et je crois, souhaite évidemment, à deux pas de Séoul, souhaite que les choses puissent se pacifier, s'apaiser. Mais les solutions ne sont pas nécessairement entre les mains du gouvernement sud-coréen. Et Jack Lang, vous connaissez un peu la Corée du Nord, mais vous connaissez bien la Corée du Sud. Quel est l'état d'esprit de la population? Qu'est-ce que les Sud-Coréens veulent par rapport à leurs voisins du Nord? Une réunification ou alors vivre en paix côte à côte, deux États et on n'en parle plus? Parce que les deux sociétés se sont quand même, en 70 ans, beaucoup écartées. Pour répondre à votre question, je dirais aujourd'hui, ils souhaitent le développement, la stabilité, la préservation de la démocratie. Et le thème de l'unité coréenne, qui était très fort à une époque, aussi bien au nord qu'au sud, c'est un peu, même s'il est proclamé, c'est un peu assoupi. Et je me souviens, j'avais organisé à Paris, à Salle Pleyel, avec le chef coréen Myung-chung, un concert qui réunissait lui-même sud-coréen, dont la famille vient du Nord, et des musiciens venant de Pyongyang. Aujourd'hui, ce serait impossible. Et alors, ce qui était très émouvant, c'est quand tous ces Coréens ont chanté leurs chansons traditionnelles, ont chanté un hymne coréen traditionnel. Il y avait à ce moment-là, ça remonte à ces années que vous évoquez, il y avait encore cette volonté d'unité. Très rapidement, avant une pause, Jack Lang, pourquoi la Corée du Nord ferait confiance au canaux diplomatique? On vient de voir que le président Trump remet en cause l'accord sur le nucléaire qui avait été passé avec l'Iran. Oui, c'est un vrai problème, ça. Vous êtes un spécialiste du droit international. Je ne suis pas un spécialiste, disons. Du droit international, alors la remise en cause de traités. J'ai enseigné le droit international, je suis professeur de droit public, mais je ne suis pas nécessairement compétent en toute matière. Mais il faut dire quand même que le président américain lui, pour le coup, est un peu dément sur les bords. Seulement, la différence avec M. Bush, qui lui donnait suite à ses folies fanatiques, l'Irak, Trump, pour l'heure, disons-le, espérons durablement, dans le pur verbe, dans le pur langage. Mais ça ne rend pas facile l'établissement d'une diplomatie cohérente. Oui. Alors raison de plus, je dirais, pour que l'Europe ne soit pas à l'écart de tout ça, voilà. Et pour que la France puisse, à sa manière, et le président Macron a montré une forme d'intelligence diplomatique. Jack Lang, on va s'interrompre pour une courte pause, et puis on se retrouve après.
Jack Lang, merci d'être l'invité d'International de TV5 Monde ce dimanche avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde. Alors, avant, il y a 48 heures, l'Institut du monde arabe, que vous dirigez depuis 4 ans, célébrait ses 30 ans avec un show tout en musique, en lumière, une musique électronique qui semble avoir trouvé dans votre établissement, Jack Lang, le moyen de se faire entendre. Une musique qui, selon vous, apporte une note de modernité, de vie et de jeunesse. Alors avant d'évoquer plus précisément la vocation de l'Institut du monde arabe, je voudrais que nous parlions de cette exposition qui vient de s'ouvrir dans vos murs, une exposition sur les chrétiens d'Orient, un voyage dans 2000 ans d'histoire des communautés chrétiennes en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, mais aussi en Égypte et en Palestine. 360 pièces, des icônes, des manuscrits, des mosaïques, certaines dévoilées pour la première fois au public. Alors voilà ce qu'a dit le président Macron qui a inauguré cette semaine, lundi dernier, l'exposition en présence de Michel Aoun, le président libanais. Mais je veux dire aux chrétiens d'Orient que la France est à leur côté, que notre priorité sera bien non seulement la défense de leur histoire, de cette trace que l'exposition d'aujourd'hui permet aujourd'hui, non pas de redorer, diraient certains, mais de défendre. Mais je veux surtout que leur foi, leur engagement, leur présence puissent se conjuguer à l'actuel. Jack Lang, une question très simple. Pourquoi cette exposition aujourd'hui? Elle est liée à la situation très difficile que vivent les chrétiens dans cette région du monde. Et est-ce que cette intervention très politique du président Macron, c'est une façon de rappeler aux pays arabes leur responsabilité en ce qui concerne ces communautés? Non. Le président Macron a exprimé son sentiment en tant que président de la République. Oui, mais pourquoi avoir organisé cette exposition maintenant? Il n'y a pas d'intention politique directe, mais je dirais une conception, une vision du monde arabe pluriel. Le monde arabe, il est forgé, dessiné historiquement et aujourd'hui encore par des religions, des croyances, des cultures multiples. Certes, la religion musulmane est dominante. Et d'ailleurs, nous avons, dans les derniers mois, organisé des événements autour de l'islam. L'islam dans l'Afrique subsaharienne. C'était aussi une forme de découverte d'un islam d'un type particulier, à travers Tombouctou, à travers d'autres choses. Ou bien un autre événement sur le pèlerinage de la Mecque. Mais justement, sur cette question, Christophe, sur la présence des chrétiens en Orient. Jack Lang, on a l'impression que cette exposition, il y a comme une sorte de sentiment d'urgence, comme si on parlait de quelque chose qui était en train de disparaître. Oui. Est-ce qu'ils sont en train de disparaître, les chrétiens d'Orient? C'est vrai, d'ailleurs. Ce sont les chiffres, vous les connaissez, les chiffres, enfin les réalités humaines, surtout plus que des chiffres. Depuis ces dernières années, beaucoup de chrétiens certains ont été violentés, maltraités, tués. Certains sont partis, beaucoup sont partis de Syrie et d'ailleurs. Mais ils ont fui, oui. Et en effet, pardon, d'Égypte et d'Irak. D'Égypte, d'Irak, de Syrie. Et le christianisme ou les chrétiens, comme d'autres religions, les juifs aussi, à une époque, ont quitté notamment le Maghreb. C'est une perte pour le monde arabe, autant que pour ces personnes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Donc les chrétiens, c'est une composante essentielle et importante du monde arabe dans l'histoire. Et l'urgence, vous avez raison. Je pense qu'on ne l'a pas voulu de manière aussi consciente, mais je suis très content que l'événement ait lieu. Mais, par sa qualité, mais aussi en ce moment. Quand justement vous organisez une telle exposition, quand Emmanuel Macron va l'inaugurer en tenant un discours politique, comment réagissent les pays arabes? Parce qu'après tout, ils sont un peu responsables de cette situation. Je veux dire, ils sont comptables de leur propre population qui part parce qu'il n'y a pas le choix. Comment ça s'est passé lorsque vous avez approché différents pays, des organismes officiels, en disant « je veux organiser une exposition sur les chrétiens d'Orient ». Ils ont bien réagi, mal réagi? Je dirais plutôt bien réagi. D'une certaine manière, je crois que cet événement peut contribuer, je l'espère, à faire bouger les mentalités. Et je vois aussi là-bas et ici.
là-bas et ici. Je vois par là les premiers visiteurs très nombreux qui sont, certains d'entre eux, des musulmans qui viennent de pays arabes. Tout à coup, j'ai le sentiment, je suis toujours optimiste, alors, j'ai le sentiment que cet événement peut contribuer à faire bouger les choses. Par ailleurs, nous n'avons rencontré aucune difficulté. Pour obtenir les œuvres, les prêts des œuvres. Alors, évidemment, le gouvernement jordanien nous a beaucoup soutenus, le gouvernement libanais aussi, le gouvernement égyptien, j'étais allé voir le président de l'Égypte, et tous les autres nous ont... Je reçois dans quelques jours à l'Institut du monde arabe le Premier ministre de l'Irak, qui est très heureux de cet événement. À propos de la Syrie, je voudrais vous interroger sur votre regard sur l'actualité des chrétiens d'Orient dans la Syrie d'aujourd'hui. Quand vous voyez que Bachar el-Assad est peut-être en train de reprendre le dessus avec le soutien des Russes, est-ce que les chrétiens d'Orient là-bas ne risquent pas de se trouver, une fois de plus, otages d'une dictature sanguinaire? Du mauvais côté, si on peut dire, entre guillemets. Beaucoup sont déjà partis. Il y avait d'ailleurs à l'inauguration de l'exposition des chrétiens de Syrie, je pense par exemple à monsieur et madame Antaki d'Alep, qui nous ont prêté des œuvres. Ils sont aujourd'hui réfugiés en France ou au Liban. Reviendront-ils si aisément? D'abord, la guerre n'est pas terminée. Et le thème que Bachar el-Assad reste, ça ne fera pas revenir certains d'entre eux. Dans quelles conditions? Comment? Bon, je ne le sais pas. Et le thème Assad protecteur des chrétiens, voilà. Ça a fonctionné à une époque. Aujourd'hui, quand même, c'est un criminel, quand même. C'est un monsieur qui a tué une partie de son peuple, musulmans, chrétiens et autres. C'est un type qui a détruit Alep, c'est un type qui a détruit une partie de son pays. Et donc, beaucoup de chrétiens, même s'ils ont la foi verrouillée en eux, sont des gens lucides. Jacques Lang, quand on évoque les chrétiens dans l'actualité, alors vous venez de le dire, c'est bien souvent pour évoquer les crises, les conflits dans le monde arabe. Voici l'extrait d'un magazine, il a été tourné en janvier dernier à Karakosh, dans le nord de l'Irak. C'est la plus grande ville chrétienne de ce pays. Elle est tombée dans les mains du groupe État islamique en 2014. Elle a été reprise en 2016. Et on regarde et on écoute ce document. Venez écouter la cloche de Karakosh. Venez écouter la cloche de Karakosh. « 2 ans et 3 mois. Pendant tout ce temps, on n'avait pas entendu le son des cloches ici. Il faut que ça sonne à nouveau. » Karakosh compte 7 églises. Elles ont toutes été saccagées. Les djihadistes ont entassé les bancs de l'église pour tenter de l'incendier. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Un peu plus loin, la cathédrale de Karakosh a eu moins de chance. Elle est tout brûlée par Daesh. Et il ne reste rien. Même les bancs, même le toit, c'est tout brûlé. Quand est-ce qu'ils ont brûlé ça, là, récemment? Ils ont brûlé et ils sont sortis. Donc c'était il y a... Il y a quelques jours, oui, une quinzaine de jours. Sophie, une question sur l'amalgame souvent fait entre chrétiens et Occident. Oui, parce que finalement, ces interventions des Occidentaux, interventions à répétition, en Irak, en Syrie, enfin partout au Moyen-Orient, est-ce que finalement ça ne nuit pas aux chrétiens d'Occident en raison de cet amalgame qui est fait peut-être entre chrétiens voilà, et puis les Occidentaux qualifiés de croisés? Alors c'est la propagande de l'État islamique, mais... C'est la propagande de l'État islamique, à coup sûr oui, ils sont même des criminels, mais quand même l'origine de tout ça, c'est principalement un autre criminel. Il y a quelques-uns sur Terre. C'est M. Bush qui a engagé une opération monstrueuse de manière illégale, illégitime, contre la volonté de la communauté internationale et du Conseil de sécurité. Et le chaos s'est installé là depuis que M. Bush a décidé unilatéralement cette expédition monstrueuse. Alors, chrétiens, non-chrétiens, musulmans, incroyants, tout le monde a été victime de l'intervention illégitime, illégale et brutale du gouvernement américain de M. Bush.
Et alors après, comment on fait pour réparer? Parce que si l'intervention elle-même met les chrétiens d'Orient en difficulté, si on intervient pour réparer les dégâts commis, enfin c'est sans fin. Il faut que la raison du côté des pays, la France et d'autres, l'emporte. À l'instant, si vous permettez, j'apporte une toute petite rectification, parce qu'on a la tendance à croire que le gouvernement de Bachar el-Assad serait le meilleur combattant anti-Daesh. Ce n'est pas vrai. Il a facilité un certain nombre d'opérations qui ont permis à Daesh de croître et de se développer. Et s'agissant du patrimoine, il se fait que par ailleurs, je m'occupe pour l'heure encore d'une mission qui m'a été confiée par les deux présidents, François Hollande et Emmanuel Macron, pour la mise en place d'un fonds international de protection du patrimoine en danger ou détruit dans les pays en conflit. Nous l'installons, ce fonds international, à Genève dans quelques jours. Au-delà du Proche et Moyen-Orient? Non, c'est principalement les pays qui ont été soumis à des conflits. C'est l'Afghanistan, c'est le Mali, c'est la Syrie, c'est l'Irak. Eh bien, à partir d'un certain nombre de dossiers que nous examinons en ce moment, mettons Palmyre, croire que le gouvernement syrien est indemne, non. D'abord, il pouvait parfaitement empêcher Daesh d'arriver, physiquement. Les Russes eux-mêmes, leurs alliés, ont commis de graves dommages à Palmyre, en attendant que les choses bougent encore. Donc, évitons les simplifications et en tout cas, évitons d'exonérer Bachar el-Assad d'autres crimes qu'il a commis, des crimes culturels en particulier. Mais c'est quoi la solution? Parce que, on parle du patrimoine comme des hommes. Est-ce que, pour le préserver, il faut l'emmener, le mettre dans un musée, ici, à Lima, le patrimoine, et puis les gens, il faut leur donner des visas, et puis comme ça, ils seront sauvés. Mais ils vivront, je ne sais où, à Sarcelles, à Marseille, à Lyon ou à Paris. Ou est-ce qu'il faut organiser la protection du patrimoine et des hommes, et des femmes et des enfants chrétiens sur place? Mais alors ça veut dire les armer, ou mettre des casques bleus, ou prévoir une région autonome chrétienne en Irak? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas de territoire, hein, ils n'ont pas d'armée. Non, mais vous donnez la réponse. Si vous voulez, les choses sont indissociables. La guerre contre les hommes, la guerre contre l'histoire, la guerre contre la culture, ça forme un tout. Et donc, notre fonds international ne prétend pas apporter une solution qui répondrait à votre désir, qui est le mien, c'est-à-dire rétablir la paix dans cette région du monde. Simplement, si déjà nous avons pour mission d'aider à la restauration, à l'établissement d'une liste complète des monuments, par exemple Mossoul, dès que le fonds est constitué, nous serions en état de jouer un certain rôle pour assurer... Et c'est important aussi parce qu'on oppose les monuments aux hommes. C'est la même chose, c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire des êtres humains. Et si on peut réussir à commencer à la restauration de Mossoul, c'est aussi une manière de croire en l'avenir. Oui, mais je reviens à la question des visas. Par exemple, Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner à une époque, même François Hollande, ont eu une politique volontariste en donnant plus de visas aux chrétiens de manière privilégiée, aux chrétiens d'Irak notamment. Est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce que c'est vider un pays de ses chrétiens en les attirant en Europe, et puis après, on sait qu'au bout de 10 ans, les gens rentrent Encourager leur départ. Leurs enfants ont fait leurs études, ils ont une carrière, et puis c'est fini. On ne peut pas sonder les arrière-pensées des uns des autres. Non, mais justement... disons que moi, je suis pour, pour que des visas de divers types, humanitaires, culturels et autres, puissent être accordés, pas seulement aux chrétiens, à tous ceux qui souffrent. On ne peut pas dire à ceux qui veulent échapper à la misère et à la guerre et à la souffrance, non, niet, restez chez vous. Il y a une exigence d'humanité, et puis même, je dirais qu'on a d'autres devoirs, pas seulement des visas. Par exemple, vous évoquez le sujet, je trouve qu'on ne fait pas assez pour, quand des Syriens, par exemple, sont en France, pour leur offrir des postes dans les universités, dans les centres archéologiques. Ce sont des gens qui ont des compétences, et je pense qu'ils sont assez liés à leur histoire pour, le jour venu, retourner, par exemple, en Syrie. Et pourquoi on ne fait pas assez? On fait parce qu'il n'y a
il n'y a pas une volonté assez forte. On doit le faire. Par ignorance, il y a un manque peut-être par ignorance, peut-être par méconnaissance. Et je m'emploie avec d'autres, je m'emploie à attirer l'attention. Et il faut, par exemple, que la ministre de l'Enseignement supérieur, pareil sur ce sujet, s'engage et offre des possibilités, comme nous l'avons fait à d'autres époques vis-à-vis des opposants tunisiens ou vis-à-vis des opposants marocains. Il faut le faire, c'est la mission de la France. Vous déplorez, par exemple, qu'en France, il y ait très peu d'arabisans, que finalement, ces filières-là sont en perte de vitesse. C'est encore un autre sujet, ce qui est peut-être le même d'ailleurs. Je l'ai dit à M. Blanquer, je ne comprends pas que c'est un autre sujet, mais lié. La langue arabe est la 5e langue du monde. Nous sommes, depuis le XVIe siècle, liés à l'Orient. François Ier, Soliman le Magnifique, nos interventions pour le meilleur et pour le pire, le colonialisme et le reste. Donc la langue arabe doit être une des langues maîtresses enseignées à l'école, ou au lycée, ou à l'université. Et je trouve que les efforts accomplis depuis quelques années sont très faibles. L'IMA fait son métier, vous le savez, sous la direction de Nada Yafi. Nous refusons des élèves. Il y a trop peu de place, trop peu de possibilités. Et vraiment, nous devons absolument, sur le plan national, en même temps, il faut un peu de logique. Il faut un enseignement public de la langue arabe et ne pas le laisser entre les mains de propagandistes. Mais cette exposition, vous disiez, elle peut servir peut-être à réconcilier, en tout cas à apporter de la connaissance de la culture sur la présence des communautés chrétiennes dans cette partie du monde. Vous avez envisagé de la faire circuler dans le monde arabe? Oui, c'est envisagé. Et alors? C'est en discussion. C'est très difficile. Dans quel pays arabe elle pourrait, selon vous... Par exemple, si vous me demandez une réponse immédiate, je dirais au Maroc. Parce que le Maroc est un des pays... en Jordanie? En Jordanie, pourquoi pas? En Égypte? En Égypte, pourquoi pas? C'est une question d'organisation, de moyens. Et puis, ce sont des œuvres, vous l'avez vu, extrêmement précieuses. Donc, il faudra probablement, si on transporte ailleurs, rebâtir un autre projet. Je prends l'exemple de l'œuvre qui débute l'exposition. C'est l'œuvre la plus ancienne jamais découverte de l'histoire de la chrétienté. Elle date du IIIe siècle. Nous l'avons empruntée à l'université de Yale, aux États-Unis. Je n'imagine pas qu'il laisse facilement cette œuvre aller ailleurs. Donc, il faudrait, je pense que ce serait très important qu'on puisse, quelque part, sous un format à imaginer, présenter une telle exposition. Je pense que certains pays seraient prêts à le faire. Pour revenir justement sur l'intérêt que portent les pays arabes, les pays du Golfe, à votre institut. On le sait, cet institut, il a des difficultés de financement. À l'origine, il y a 30 ans, il y avait à peu près 22 pays qui étaient fondateurs finalement de l'Institut. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette perte d'intérêt? Ils financent de moins en moins. Non, ils ne financent pas du tout même. Disons, alors je rectifie tout de suite, c'est trop tardivement peut-être, un commentaire qui était dans votre excellent reportage, mais l'Institut du monde arabe, aujourd'hui, pardon de parler de moi, mais depuis que je le dirige, n'est plus en déficit. J'ai remboursé. Nous avions eu d'autres informations. Oui, mais c'est les informations, il n'y a pas d'autres informations. On vérifiera alors. Non, mais vérifiez tant que vous voulez, rectifiez si vous le pouvez. Et on rectifiera si on... Nous sommes placés sous le contrôle en plus du Quai d'Orsay. Donc nous sommes en équilibre depuis 4 ans. Nous avons remboursé les emprunts. Et d'ailleurs, je n'accepterai pas de diriger une institution en déficit. C'est parce que c'est une source d'humiliation, d'abaissement et finalement de servitude. Les pays arabes, depuis longtemps, n'apportent plus de cotisation. C'est peut-être mieux ainsi. Ça vous rend plus indépendant? On est libre et indépendant. Et je préfère m'adresser à tel ou tel pays, ou plutôt à des mécènes de tel ou tel pays, pour financer tel ou tel projet. Par exemple, pour la restauration des moucharabiers, c'est l'Arabie Saoudite qui a été le plus grand contributeur, contrairement à ce qui a été écrit, sans aucune contrepartie d'aucune sorte. Parfois, ce sont des entreprises privées. Par exemple, pour Chrétiens d'Orient, nous avons fait appel à un grand mécène égyptien ou à la fondation Niarchos.
sans aucune pression d'aucune sorte. Nous allons donner quelques informations sur l'Institut du monde arabe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bâtiment qui est donc, vous le dirigez depuis 4 ans, c'est un bâtiment au cœur de Paris. Il a été dessiné, pensé par l'architecte Jean Nouvel, qui était lauréat du prix Pritzker, considéré comme le Nobel de l'architecture. Alors, vous venez de le dire, c'est un bâtiment dont vous avez fait restaurer les moucharabiés, ses fenêtres, ses volets en dentelle à l'origine, et qui représente un objectif photographique. On présente souvent l'Institut du monde arabe comme un outil pour faire du soft power. On vient d'en parler, c'est-à-dire qui contribue à l'influence de la France. C'est peut-être une petite annexe, on peut l'appeler comme ça, du ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui vous a tenté en prenant sa direction ? Non, ce qui m'a tenté, c'est la passion qui est la mienne pour le monde arabe depuis très longtemps, je dirais, depuis les années anciennes où j'étais un militant anticolonialiste comme d'autres au moment de la guerre d'Algérie. Et puis après, il se fait que des liens se sont créés avec des artistes, des intellectuels de différents pays. Bon, soft power, très bien. Disons qu'il se fait qu'à certains moments, le travail accompli à l'Institut a pu être utile. Par exemple, lorsque un froid s'est produit entre le gouvernement marocain et le gouvernement français pour des raisons liées à un comportement d'un juge, l'Institut du monde arabe et son président ont pu préserver, je dirais, ce lien d'affection, ce lien d'attachement qui relie les deux peuples. Et d'ailleurs, le roi qui n'a pas pu... C'est comme cela que vous concevez le rôle de c'est important, si vous voulez, de maintenir des liens étroits, permanents avec des intellectuels, des créateurs, et éventuellement avec des gouvernements, oui. Et Jack Lang, quand vous voyez en France monter les préjugés, l'intolérance, une forme d'islamophobie ou de racisme, est-ce que vous vous dites c'est un échec finalement ? Enfin, on a servi un peu de cache-sexe, mais... on n'arrive pas à changer le cours des choses qui est quand même pas très réjouissant. Moi, je suis moins pessimiste que vous. Je pense que ce pays où nous sommes, la France, est un pays qui, globalement, est un pays ouvert, que le métissage des cultures et des religions s'opère, comme toujours dans le passé, insensiblement, mais sûrement. Et bon, le rôle de l'Institut, mais c'est pas lui seul à le faire, c'est le rôle d'autres institutions, et de faire reculer justement les préjugés, les ignorances, les fanatismes, les violences par la connaissance, par la culture, par la science, par l'information. Et bon, le fait qu'aujourd'hui cet institut est fréquenté par des centaines de milliers de gens. Alors, il ne fait pas partie quand même des 20 établissements les plus visités en France. Mais oui, ça c'est d'abord, nous sommes plus petits. Oui, mais sa fréquentation a plutôt baissé. Mais qu'est-ce que vous... Écoutez, je m'excuse. Mais c'est les chiffres que... Non, mais je m'excuse de vous dire, je ne sais pas où puiser vos chiffres. Écoutez, franchement, tout à l'heure déjà... Non, excusez-moi, ça, je n'accepte pas que sur ce sujet qu'on dise des... Pas vous, mais vos informateurs des bêtises. Non, nous avons doublé la fréquentation dans les dernières années. Alors nous, on nous disait que c'était 1 million en 2014 et qu'aujourd'hui, c'est 750 000 personnes. Mais non, il y a eu un problème qui s'est produit dans toutes les institutions. Et vos informateurs devraient être un peu plus sérieux. Après les massacres de novembre, partout et beaucoup plus ailleurs. Vous faites référence aux attentats de 2015. Oui. Il y a eu beaucoup plus d'ailleurs pour les grandes institutions comme le Louvre, comme le Quai Branly. Nous avons... Finalement, ça a été moindre à l'Institut. Vous liez ça, d'accord. Et puis par ailleurs, si vous voulez, il n'y a pas que le nombre. Oui. Nous avons doublé aujourd'hui, nous avons franchi le cap du million. Il y a l'intensité, précisément par rapport à la question, l'imprégnation. Quand des centaines de personnes viennent à des colloques, ça fait partie aussi de la fréquentation. Viennent participer à des réflexions cette semaine sur le Soudan, sur les droits des femmes. Ça ne se quantifie pas. Ce qui compte, c'est que des gens propagent des informations et des connaissances. Une question, de nouveau une question sur le rôle peut-être de médiateur ou un peu diplomatique de votre institut et peut-être de vous-même. Quand vous voyez des rivalités et même des querelles très profondes, par exemple comme en ce moment, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que vous sentez que vous avez un rôle pour essayer d'aplanir les choses ? Disons, c'est au premier chef le gouvernement ou le président de la République. Et sur cette question que vous soulevez, je dois dire que
j'apprécie personnellement la manière de faire du président Macron, qui, depuis que cette crise a surgi, essaye de calmer le jeu et a établi avec les dirigeants de chacun des 2 pays, ou les 3 pays, puisqu'il y a les Émirats aussi, concernés, des liens extrêmement étroits, qui ne sont peut-être pas nécessairement connus, mais qui sont réels. Alors, l'autre soir, lorsque nous avons inauguré vendredi les moucharabiés, était présent à mes côtés l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et le représentant. Jacques Lang, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.